On dit que les chevaux sauvages ne recherchent jamais les humains, sauf si quelque chose de plus grand que l'instinct les y pousse. Par un paisible après-midi d'automne, dans les plaines balayées par le vent du Montana, un Mustang apparut à l'orée d'un ancien ranch, le regard narquois. Un vétéran de guerre, fraîchement revenu du champ de bataille et des funérailles de son père, ne put expliquer pourquoi il suivit le cheval dans les bois ombragés, mais il le fit. Au bout d'un sentier oublié, enfoui sous des années de feuilles mortes, il trouva une cabane délabrée que le temps lui-même semblait avoir abandonnée. À l'intérieur, quelque chose l'attendait, une vérité enfouie depuis longtemps, une âme à sauver et peut-être la sienne. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez l'article. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Luc Callahan avait passé plus de 10 ans dans le corps des marines, déployé dans les déserts et les montagnes du Moyen-Orient. Lorsque l'ordre de démobilisation honorable lui fut donné, il ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension, soulagement de pouvoir enfin quitter le combat acharné, appréhension de ne pas avoir de véritable projet de vie à la maison. Seule l'idée que son père était parti le gênait. Everett Callahan était décédé d'une insuffisance cardiaque 3 mois plus tôt, et Luc n'était même pas rentré à temps pour les funérailles. Luc portait cette culpabilité en lui tandis qu'il voyageait d'un aéroport à l'autre, pour finalement arriver aux abords de Lone Ridge, dans le Montana. La ville était perchée à la lisière de plaines vallonnées et d'épaisses forêts de pins. Le ranch Callahan se trouvait juste au-delà de la route principale, encadré par de hautes herbes et une clôture en bois branlante, autrefois fraîche et solide. Les planches étaient maintenant déformées et manquantes par endroits, des pans entiers étant tombés au sol. Les vastes champs où les chevaux de son père gambadaient autrefois en liberté étaient envahis par des herbes hautes jusqu'à la taille de Luc. Quelques chevaux à moitié affamés erraient encore, observant Luc de loin lorsqu'il pénétrait sur la propriété. Il le reconnaissait à peine, tout comme il reconnaissait à peine le ranch où il avait grandi. En entrant dans la maison principale, Luc fut surpris par la fraîcheur de l'air. La cabane était une simple structure en rondins de bois, construite des décennies plus tôt par son grand-père. Le salon était désormais vide, à l'exception d'un vieux rocking chair et d'une table basse poussiéreuse, le moindre bruit résonnait dans le silence. Luc posait un unique sac de sport par terre, le seul bagage qu'il prenait la peine d'emporter de ses années de service. Il avait l'habitude de voyager léger, de partir rapidement si nécessaire, mais ce lieu, malgré son délabrement, était son dernier refuge. Son père le lui avait légué sans même une lettre d'explication. La dernière fois que Luc avait parlé à Everett Callahan, c'était il y a près d'1 an, et leur conversation avait été tendue. Son père était désormais parti, laissant derrière lui un héritage qui ressemblait davantage à une hantise. Pendant des jours, Luc vécut isolé. Il s'aventurait rarement en ville, préférant se concentrer sur le ranch. Chaque matin, il se levait à l'aube pour nourrir les chevaux restants des créatures nerveuses et sous-alimentées qui avaient survécu grâce à l'herbe maigre et aux pluies intermittentes. Puis il nettoyait les écuries et tentait de réparer des sections de clôture. Malgré tous ses efforts, il progressait lentement, le ranch était vaste et les années de négligence avaient laissé des traces. L'après-midi, il arpentait le périmètre de la propriété, ses bottes crissant sur les herbes sèches et les brindilles. Le silence était profond, parfois rompu par le hennissement solitaire d'un cheval ou le cri d'un faucon au-dessus de sa tête. Les nuits de Luc étaient pires. Il dormait d'un sommeil agité sur le vieux canapé du salon, hanté par les souvenirs de ses missions au Moyen-Orient, raids nocturnes, explosions d'engins explosifs improvisés, perte d'amis. Parfois, il rêvait du père qu'il laissait derrière lui, dans ses rêves, Everett se tenait à la porte du ranch, ombre dans la lumière du soir, sans rien dire, fixant Luc d'un regard indéchiffrable. Luc se réveillait chaque fois avec une oppression dans la poitrine, incertain s'il s'agissait de chagrin ou d'autre chose. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler que le père qu'il connaissait était un homme sévère et réservé. Everett avait appris à Luc à monter à cheval à 9 ans et avait insisté pour qu'il apprenne à gérer le ranch, même s'il n'en avait jamais eu envie. L'adolescence de Luc avait été un va-et-vient constant avec un père qui exprimait rarement son affection. Pourtant, en fouillant dans les documents inutilisés de la maison, Luc réalisait à quel point Everett devait se soucier de lui, à sa manière. Il y avait des factures vétérinaires soigneusement classées datant d'il y a des années, des photos de Luc enfant galopant sur un poney,
et de vieilles lettres du comté vantant le programme d'élevage d'Everett pour des chevaux de compétition. Luke n'avait eu connaissance d'aucune de ces réussites, il n'avait jamais pris la peine de s'enquérir. Par une fin d'après-midi du début de l'automne, alors que le ciel était parsemé d'or pâle et que l'air était légèrement frais, Luke sella l'un des chevaux les plus robustes du ranch pour une promenade. Il devait vérifier la clôture le long de la limite ouest, qui bordait une dense pinède. La rumeur disait que des animaux sauvages y rôdaient parfois ou des coyotes, peut-être même un loup errant. Il voulait s'assurer que rien n'entrait sur ces terres, ou si c'était le cas, voir comment il gérait la situation avec les clôtures en si mauvais état. Il galopa lentement, laissant le cheval se frayer un chemin dans les hautes herbes. Le soleil projetait de longues ombres sur le champ, et la silhouette des pins ressemblait à de sombres sentinelles montant la garde à l'horizon. En approchant du coin le plus éloigné du ranch, Luke mit pied à terre et inspecta une longue clôture brisée. Le bois était pourri, effondré, jonchant le sol comme des allumettes tombées. Avant qu'il puisse décider comment le réparer, un mouvement attira son attention au-delà de la clôture, près de la limite des arbres. Surgissant du crépuscule, la silhouette d'un Mustang, un cheval sauvage, sans selle ni bride. Luke se demanda d'abord s'il voyait des choses, mais tandis qu'il observait, la créature s'avança, révélant une robe rêche, une crinière emmêlée et une allure fière. La patte arrière gauche du Mustang touchait légèrement le sol, laissant présager une blessure mineure, mais le regard du cheval était perçant, fixé sur Luke. Le cheval de Luke s'ébroua et s'agita, mal à l'aise. Il posa une main apaisante sur son cou, mais son attention resta fixée sur le Mustang. Pendant un instant, ni homme ni bête ne bougèrent. Le vent bruissait dans les pins, apportant l'odeur de la terre humide. Luke sentait son cœur battre avec une force inexplicable. Il avait déjà affronté des situations de vie ou de mort en zone de guerre, mais il y avait quelque chose d'étrangement intime dans cette rencontre silencieuse. Le Mustang ne s'enfuit pas, il se tenait comme sculpté dans la pierre, les oreilles dressées, son pelage luisant faiblement dans le soleil déclinant, malgré la boue qui collait à ses pattes. Luke fit un pas en avant, attiré par un étrange mélange de curiosité et d'admiration. Une vague de tension vibra dans l'air. Il avait grandi entouré de chevaux, mais celui-ci dégageait une présence qui le déstabilisait, comme s'il le mettait à l'épreuve ou l'invitait à avancer. Luke franchit d'un pas hésitant la clôture brisée, laissant son cheval de ranch derrière lui pour l'instant. En avançant, le Mustang sauvage émit un hennissement aigu, un avertissement ou un défi, difficile à dire. Luke se figea. Il leva légèrement les mains, paumes tournées vers l'extérieur, un geste subtil qu'il avait souvent utilisé à l'armée pour montrer qu'il ne voulait pas faire de mal. Le Mustang resta figé un instant, la queue battant dans l'air crépusculaire. De près, Luke pouvait voir une petite coupure sur la patte arrière gauche du cheval, du sang séché collé autour. Cela ressemblait à une blessure ancienne, mais elle était peut-être encore inconfortable. Il remarqua que le Mustang tenait cette patte différemment, comme prêt à déplacer son poids si nécessaire. Luke réalisa que ce cheval n'était pas purement sauvage, il portait de subtiles traces de soins humains passés. Le poil près du garrot présentait un léger frottement, comme si une selle y avait autrefois passé. Peut-être s'était-il enfui ou avait-il été abandonné, de toute façon, un Mustang partiellement boiteux ne survivait pas longtemps à l'état sauvage. Pourtant, il se tenait là, fier et intact. Lorsque Luke fit un pas de plus, le cheval secoua la tête et laissa échapper un nouveau hennissement. Reculant d'un pas, il marqua une nouvelle pause, mais quelque chose dans la situation le poussa à avancer. Il avait appris dans les marines à déchiffrer le langage corporel dans les environnements à haut risque, et les signaux qu'il recevait de ce Mustang étaient loin d'être une peur classique, il l'observait, l'évaluait. Luke sentait qu'il voulait qu'il le suive. L'idée était absurde, aucun cheval sauvage ne ferait une chose pareille. Pourtant, le désir d'approcher était trop fort pour être ignoré. Doucement, murmura Luke à voix basse. Il ignorait si le cheval répondait à la voix, mais une voix douce calmait parfois les animaux effrayés. Il s'avança de nouveau. Cette fois, le Mustang fit demi-tour et trotta plus profondément dans les pins. Luke retint son souffle, s'attendant à le voir disparaître parmi les arbres,
mais après avoir parcouru une vingtaine ou une trentaine de mètres, le cheval s'immobilisa. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et croisa à nouveau le regard de Luc. Luc fronça les sourcils. C'était un comportement étrange. Il caressa son propre cheval et murmura « Reste ici ». Puis, l'attachant sans serrer à un poteau de clôture à moitié cassé, il sortit une petite lampe de poche de sa veste et se lança à la poursuite du Mustang. Rationnellement, il se dit que ce n'était pas très malin. Le soleil se couchait et la forêt s'obscurcissait rapidement, mais cette lueur de curiosité était indéniable. Il avait besoin de savoir pourquoi ce cheval s'attardait plutôt que de simplement s'enfuir. Le Mustang le guidait entre des pins imposants, chaque tronc éclairé par les rayons dorés du soleil couchant. Les aiguilles sèches craquaient sous les bottes de Luc, et l'odeur terreuse des feuilles en décomposition emplissait l'air. Le sol de la forêt s'abaissait en pente douce, et bientôt les hautes herbes laissaient place à des sous-bois aux petits arbustes, fougères et buissons de ronces. De temps à autre, le cheval jetait un coup d'œil en arrière. Luc continua, un sentiment à la fois d'excitation et d'appréhension grandissant dans sa poitrine. Il avait affronté des combats en zone de guerre, vu les conséquences d'explosions d'engins explosifs improvisés et perdus des camarades, et pourtant, il avait l'impression d'entrer sur un champ de bataille inconnu au pas de balles ni d'explosions, juste la tension tranquille d'un cheval sauvage qui le guidait. Son cœur battait d'une manière étrangement similaire, l'adrénaline se mêlant à l'émerveillement. Le Mustang maintenait une allure qui ne distançait jamais complètement Luc, comme s'il veillait à ne pas le perdre. Finalement, la lumière commença à faiblir. Luc alluma sa lampe torche, dont le faisceau dansait sur les troncs d'arbres et les touffes d'herbe. La robe du cheval brillait dans le reflet de la lampe chaque fois qu'il bougeait une oreille ou tournait la tête. En temps normal, un Mustang vraiment sauvage ne se laisserait pas approcher d'un humain, mais à mesure que Luc avançait, il sentit la forêt s'épaissir, le sentier se rétrécir, jusqu'à laisser toute trace du ranch loin derrière lui. Son esprit lui murmurait des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Pourquoi fais-je ça? Devrais-je faire demi-tour? C'est insensé. Pourtant, quelque chose de plus profond le poussait, peut-être était-ce la solitude qui l'obsédait depuis la mort de son père, ou l'inquiétude de son cœur qui refusait de s'apaiser même après avoir quitté l'armée. La Mustang lui semblait un appel, un signe du destin ou de la nature. Il ne pouvait pas la considérer comme une simple coïncidence. Le cheval finit par s'arrêter, hochant la tête vers une faible piste serpentant dans les broussailles. Luc braqua sa lampe torche, révélant un sentier qu'il n'avait pas vu depuis des années ou peut-être depuis son enfance, explorant avec un esprit d'aventure enfantin. Il se souvint qu'autrefois, des rumeurs circulaient sur de vieilles fermes abandonnées par ici, des décennies auparavant. Était-ce là que le Mustang le menait? Il serra plus fort sa lampe torche et prit une profonde inspiration. L'idée qu'un cheval blessé puisse le mener n'importe où avec un but était surréaliste, mais chaque fois qu'il le questionnait, le Mustang faisait un pas de plus, agitait la queue et semblait l'inviter à continuer. Luc n'avait aucune raison de lui faire confiance, mais aucune raison de s'en méfier non plus. Étrange ou non, l'attrait était irrésistible. Il suivit le Mustang plus profondément dans la pinède. Alors que les dernières lueurs du jour se dissolvaient dans le crépuscule, la canopée s'épaississait, les branches s'entrelaçant dans une danse silencieuse. Un léger sifflement de vent faisait osciller les grands conifères et projetait des ombres mouvantes sur le sol de la forêt. Aiguilles et feuilles craquaient sous les bottes de Luc à chaque pas, résonnant plus fort que jamais dans le silence. Au loin, le faible ululement d'un hibou lui rappela que des créatures nocturnes s'éveillaient. Il jeta un coup d'œil au Mustang. Il ne lui avait pas encore donné de nom, mais il commençait à l'appeler réconfort, un hommage silencieux au calme qu'il lui procurait malgré l'étrange situation. Le cheval s'arrêtait tous les quelques mètres, tournait la tête comme pour s'assurer qu'il était toujours là, puis reprenait sa route. Même avec sa lampe torche, Luc peinait à voir loin, parfois, la silhouette du Mustang vacillait dans l'obscurité. Pourtant, à chaque fois, il parvenait à suivre, se frayant un chemin à travers les sous-bois et enjambant prudemment les racines apparentes qui s'enroulaient comme des mains squelettiques sur le sentier. Le sentier était à peine reconnaissable, il ressemblait davantage au souvenir d'un sentier qu'à un itinéraire aménagé. Une ou deux fois,
Luc trébucha sur des pierres instables ou s'enfonça jusqu'aux chevilles dans des zones humides. Il réalisa que cette partie de la forêt était restée intacte pendant des décennies. Elle lui semblait primitive, secrète, comme si elle gardait des histoires plus vieilles que lui ou son père. Finalement, après ce qui lui sembla une heure ou peut-être moins, il aperçut une brèche dans la ligne des arbres devant lui. Le terrain s'enfonçait dans un petit creux, et les ombres s'écartèrent pour révéler une clairière encombrée de hautes herbes. Au centre, éclairé par le faible faisceau de la lampe torche, se dressait une cabane. Ce n'était guère plus qu'une structure de bois affaissé, abîmée par le temps et la négligence. La ligne du toit était dangereusement inclinée, et du lierre ou de la mousse s'accrochait aux rondins comme une armée d'envahisseurs. Même de loin, Luc pouvait voir qu'un côté du porche s'était effondré, et que les fenêtres, si elles existaient encore, avaient dû être brisées ou condamnées. La Mustang marqua une pause. Luc s'avança seul, fasciné par le spectacle. Une pancarte brisée près de la porte, suspendue à un seul clou, se balançait doucement au vent. L'inscription à moitié effacée indiquait « Whitmore Ranch 1946 ». Luc ne reconnut ni le nom ni la date, il ne connaissait aucune famille Whitmore vivant encore à Lone Ridge, ce qui suggérait que l'endroit avait été abandonné depuis très longtemps. Solas autant l'appeler ainsi. Émit 3 hennissements aigus, chacun résonnant dans le creux par ailleurs silencieux. On aurait dit que le cheval alertait la personne ou la chose qui pouvait se trouver à l'intérieur. L'idée même de la présence de quelqu'un donna un frisson à Luc. Il braqua sa lampe torche sur la porte de la cabine et remarqua qu'elle était munie d'une serrure en métal rouillé, même si cette serrure était peut-être devenue inutile à présent. La porte elle-même était abîmée et ébréchée, et on aurait dit qu'une bonne poussée suffirait à la défoncer. Malgré l'étrangeté de la scène, Luc ressentit une étrange envie d'enquêter. Il se dit que c'était le marine qui sommeillait en lui, ou le désir de sécuriser une zone inconnue, de découvrir s'il y avait une menace immédiate, mais au plus profond de lui-même, il sentait que c'était la raison pour laquelle le Mustang l'avait conduit ici. Un sentiment d'inquiétude envahit Luc, comme s'il pénétrait dans un lieu où rôdaient de vieux fantômes. Il s'approcha, braquant sa lampe torche sur l'extérieur de la cabane. Les planches s'étaient déformées avec le temps, laissant apparaître de petites fissures dans les murs. De l'une d'elles s'échappait une odeur désagréable, un mélange de moisie et de pourriture, et d'une autre odeur qu'il ne parvenait pas à identifier immédiatement. Son estomac se serra. Solas, debout à quelques pas derrière lui, frappa le sol du sabot avant et laissa échapper un grognement comme pour inciter Luc à découvrir le secret de la cabane. Luc colla son oreille contre la porte. Silence. Aucun mouvement, aucun bruissement animal. Puis il s'agenouilla et examina la serrure. Elle n'était pas fraîchement endommagée, elle semblait juste vieille et corrodée, peut-être verrouillée de l'intérieur ou coincée. Une vague d'appréhension le submergea. Pourquoi la porte était-elle verrouillée depuis l'intérieur d'une maison abandonnée? Et comment la Mustang avait-elle pu en savoir quelque chose? Il leva la lampe torche vers la fenêtre poussiéreuse près de la porte, mais la vitre était recouverte de crasse. Il ne distinguait que quelques formes vagues à l'intérieur. L'odeur nauséabonde s'intensifiait, elle rappelait la pourriture, mais pas vraiment celle d'un animal mort. Peut-être de la moisissure ou de l'eau stagnante emprisonnée depuis des années. Luc expira lentement, se ressaisit. Une partie de lui voulait s'éloigner, croire que ce n'était qu'une vieille ruine sans intérêt, mais le souvenir de la patte blessée de ce Mustang, son appel persistant, le clouait sur place. Luc recula et braqua sa lampe torche sur la clairière dans l'obscurité. Les épais sous-bois semblèrent se rapprocher, comme pour protéger la cabane des regards indiscrets. Solas resta immobile, le regardant intensément. « D'accord, » murmura Luc à voix basse, « voyons ce que tu essaies de me montrer. » Il appuya son épaule contre la porte et poussa. Au début, elle n'émit qu'un grincement. Il essaya de nouveau, en y appliquant plus de poids, mais la porte resta coincée. Si elle était verrouillée de l'intérieur, il faudrait peut-être plus de force. En cherchant près du porche, il repéra un 2x4 pourri. Testant son poids, il envisagea de s'en servir comme levier ou pied de biche. Alors qu'il retournait vers la porte, une vague d'effroi lui traversa le cou, l'odeur était maintenant puissante, aigre,
humide et vaguement chimique. Lorsqu'il força la porte avec la planche, le cadre en bois gémit. Après plusieurs essais, la serrure sembla glisser et, dans un craquement, la porte s'ouvrit de quelques centimètres. Luc poussa de nouveau, délogeant des débris. La Mustang émit un hennissement bref et tendu, comme par anticipation. Luc marqua une pause, le cœur battant. Pourquoi fais-je ça? La question persistait, mais il pressa la main contre la porte et la sentit bouger. Un dernier effort força la porte à s'ouvrir suffisamment pour que Luc puisse se glisser à l'intérieur. Il déglutit, braquant la lampe torche sur l'intérieur. L'odeur était bien pire qu'à l'extérieur, une odeur étouffante et renfermée qui lui piquait les narines. Il se trouvait dans ce qui ressemblait à un salon, des meubles cassés jonchaient le sol, une table renversée et des toiles d'araignée drapées au plafond. Le sol était recouvert de poussière et d'une épaisse couche d'humidité. Aucune trace de pas frais, aucun animal courant, mais plus loin, un couloir s'étendait dans l'obscurité. Luc jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la Mustang. Le cheval restait sur le seuil, sans s'avancer, comme s'il respectait une certaine limite. Ses yeux brillaient dans le reflet de la lampe torche, encourageant Luc à poursuivre. Il cria « Bonjour », mais la seule réponse fut le faible écho de sa voix dans le couloir. Le pressentiment s'intensifia, mais il s'obligea à s'enfoncer plus profondément, contournant une chaise cassée et ce qui aurait pu être un chandelier en des jours meilleurs. Luc avançait prudemment dans le couloir principal de la cabane. Le faisceau de la lampe de poche éclairait le papier peint décollé et les vieilles photos au cadre brisé. Chaque image laissait entrevoir une famille disparue depuis longtemps, un père enlaçant un jeune garçon, une mère tenant un bébé, les deux enfants souriant devant cette maison pourtant neuve. Luc ressentait une douleur sourde à la vue de ces instants figés. Quoi qu'il se soit passé ici, cet endroit n'était plus qu'un tombeau de souvenirs en décomposition. Alors qu'il atteignait une porte étroite sur sa droite, il sentit une odeur encore plus forte, une odeur de moisi mêlée à une odeur corporelle. Son pouce accéléra. La porte était coincée ou verrouillée. Lorsqu'il tourna la poignée, elle refusa de bouger. Luc colla son oreille contre la porte et crut entendre un léger bruissement à l'intérieur. Le cœur battant, il recula. En cherchant autour de lui, il aperçut un pied de table cassé qui pouvait servir de bélier rudimentaire. Il se raidit et frappa violemment le bois contre la porte près du loquet. Il dut plusieurs coups vigoureux, mais le cadre finit par se fissurer. Luc poussa l'épaule contre la porte, et elle explosa. Un souffle d'air vicié le frappa, le faisant tousser. Il leva la lampe torche et vit une petite pièce sans fenêtre. Dans l'obscurité, une silhouette gisait recroquevillée sur le sol, telle une poupée de chiffon abandonnée. L'adrénaline envahit Luc lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait d'une personne ou une femme. Il se précipita, l'esprit submergé par une centaine de questions. Était-elle vivante? Pourquoi était-elle là? S'agenouillant, il braqua la lampe torche sur son visage. Elle était pâle, les lèvres gercées, la peau luisante de sueur. Ses vêtements étaient déchirés et sales, il lui manquait une chaussure. L'entraînement de Luc fit effet. Il pressa deux doigts sur son cou, cherchant son pouls faible mais présent. Elle respirait par à-coups courts et superficiels. Et, appelait-il, sa voix résonnant dans l'espace exigu. « Madame, m'entendez-vous » Aucune réponse, si ce n'est un léger gémissement. Ses yeux papillonnèrent, mais restèrent fermés. Luc scruta rapidement la pièce. Il n'y avait ni l'immeuble visible, à part des cartons brisés et des chiffons moisis. L'air était suffocant. Il examina ses bras et ses jambes à la recherche de blessures importantes, rien, à part des égratignures et des contusions, mais son état semblait critique, déshydratation, peut-être famine. Il fouilla dans sa veste à la recherche de la petite bouteille d'eau qu'il avait toujours sur lui. Prudemment, il lui releva la tête et laissa quelques gouttes couler sur ses lèvres. Elle émit un léger son, presque un gémissement, et essaya d'avaler. Encouragé, Luc laissa couler un peu plus d'eau dans sa bouche. Le sol était humide à cause du toit qui fuyait, accentuant l'odeur de moisi. Il ignorait depuis combien de temps elle était là, mais vu son état,
cela aurait pu être des jours sans fenêtre ni réseau. Luc attrapa quand même son téléphone, espérant un miracle, mais il n'afficha aucune barre. « Bon sang », murmura-t-il. Il fallait qu'il la sorte. Glissant un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux, il la souleva. Elle était frêle, mais le poids de son inconscience rendait son transport difficile. Pourtant, Luc n'était pas étranger au transport de camarades blessés. Il revint en titubant dans l'embrasure de la porte, la lampe de poche vacillant tandis qu'il essayait de la maintenir stable. En sortant dans le salon, il aperçut le Mustang sur le seuil, l'air rivé à l'intérieur. Ses oreilles étaient dressées vers l'avant, ses yeux brillants d'impatience. Luc ne put s'empêcher de sentir que le cheval les observait. « Elle est vivante », dit Luc doucement, comme si le Mustang comprenait. Puis, ajustant sa prise, il parvint à franchir l'entrée brisée. Dehors, l'air était une bénédiction frais et pur comparé à la pourriture étouffante à l'intérieur. Luc la déposa délicatement sur un carré d'herbe à quelques pas de la cabane. Solas se rapprocha, les narines dilatées, et laissa échapper un grognement sourd, presque réconfortant, comme pour les rassurer tous les deux. Luc retira sa veste et la posa sous sa tête, puis ressortit son téléphone, l'agitant dans l'espoir de capter un signal. Une faible barre vacilla. Déglutissant difficilement, il composa le 911. D'abord rien, puis une connexion instable. La voix d'un opérateur grésilla à l'autre bout du fil. Luc parla précipitamment, indiquant sa position approximative et expliquant avoir trouvé une femme inconscientée dans un état critique. Il soupçonnait une déshydratation, peut-être un choc. Le répartiteur semblait inquiet, mais précisa que l'endroit était isolé. Ils enverraient une ambulance et peut-être une équipe de secours, mais cela pourrait prendre du temps pour emprunter les sentiers inutilisés. Luc raccrocha, le soulagement et l'anxiété luttant en lui. « On va vous aider », murmura-t-il à la femme. Il lui offrit de l'eau, la laissant couler entre ses lèvres. Elle réussit à avaler légèrement et à émettre un léger gémissement. Ses paupières battirent, et pendant une seconde, Luc crut qu'elle allait se réveiller, mais elle resta inconsciente. Il s'assit à côté d'elle dans l'herbe, sa lampe torche posée au sol, et attendit les sirènes qu'il espérait entendre. Au bord de l'inconscience, les minutes s'écoulèrent. La Mustang frôlait les alentours en petits cercles, revenant parfois faire le guet. Luc vérifia à nouveau le pouls de la femme toujours faible, mais stable. Il continua de lui parler, même si elle ne pouvait pas répondre, lui disant de patienter. Quelque chose dans cette cabine, la porte verrouillée, le rongeait. Pourquoi avait-elle été enfermée là? Avait-elle été enfermée volontairement? Il ne parvenait pas à identifier l'odeur rance qui régnait dans la pièce, mais il repoussa ses questions. La priorité était de lui sauver la vie. Finalement, des lumières lointaines scintillèrent parmi les arbres, un mélange de rouge et de bleu. Le faible hurlement d'une sirène résonna dans les bois, de plus en plus fort. Luc expira et se leva pour leur faire signe d'entrer. Il était étonné qu'ils aient trouvé un chemin aussi vite. Un camion de secours et un SUV de police arrivèrent en trombe, leurs phares éclairant la scène. Des médecins en sortirent et s'agenouillèrent à côté de la femme. L'une d'elles, une brune à l'air calme mais ferme, vérifia ses constantes vitales pendant que son partenaire lui posait une perfusion. Luc recula, laissant les professionnels travailler. Un adjoint s'approcha, son badge affichant le nom de Ramirez. Il posa quelques questions concises à Luc. « Comment l'as-tu trouvé? Y avait-il quelqu'un d'autre dans les parages ?» Luc fit un signe de tête en direction de la Mustang. « C'est ce cheval qui m'a conduit ici. » Ramirez observa l'animal avec scepticisme, mais ne protesta pas, griffonnant des notes tandis qu'il observait tour à tour la cabane et la femme inconsciente. En quelques minutes, la femme était sur un brancard et transportée avec précaution vers l'ambulance. Un ambulancier regarda Luc et demanda « Quel est ton nom ?» Luc secoua la tête. « Elle portait un collier avec Sage Whitmore, mais c'est tout ce que je sais. » Un autre ambulancier leva rapidement le pouce en signe d'approbation. Puis la porte de l'ambulance se referma brusquement, la sirène retentit et le véhicule disparut dans l'ombre de la forêt,
reprenant la route principale. Au lendemain de l'accident, Luke se tenait dans la poussière tourbillonnante et la lumière déclinante. La Mustang s'approcha de lui, pressant doucement son nez contre son bras. Ramirez tapota l'épaule de Luke. « C'était une soirée d'enfer, hein? Tu as été bon. » Luke parvint à hocher légèrement la tête, jetant un coup d'œil à la silhouette de la vieille cabane. Il sentit le poids de l'épuisement l'envahir. Alors que la police terminait son inspection initiale, elle décida de sécuriser le site pour une enquête plus approfondie en plein jour. « Nous reviendrons demain, » dit Ramirez. « Il y a peut-être d'autres indices à l'intérieur. Si vous n'étiez pas venu, ou si ce cheval ne vous avait pas trouvé, sa voix s'éteignit. La conclusion tacite était claire, Sage serait probablement mort seul dans cette pièce obscure. » Luke jeta un nouveau regard au Mustang, caressant sa crinière emmêlée. « Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé ou si c'est lui qui m'a trouvé, » dit-il doucement. Le cheval exhala un souffle chaud contre la main de Luke, et à cet instant, il eut l'impression qu'ils se comprenaient d'une manière primitive, tacite. Finalement, les ambulanciers et les adjoints partirent, laissant Luke seul sous le doux voile de la nuit. Seule trace du chaos, la porte cassée de la cabane et l'écho des sirènes qui s'estompaient encore au loin. Du réconfort persistait sous le porche, comme pour monter la garde. L'esprit de Luke se bousculait au sujet de cette femme, Sage Whitmore, et de ce qui l'avait amené dans cet endroit abandonné. Une autre pensée pressante le frappa, maintenant que le sauvetage était terminé, le cheval allait-il s'égarer dans la nuit? Mais Solas resta immobile, suivant Luke à une distance confortable. Lorsqu'il traversa la forêt pour récupérer son cheval, le temps que Luke revienne à la clôture brisée à la limite ouest du ranch, la lune était déjà haute, illuminant les champs d'un argent pâle. Il conduisit son cheval à travers la brèche, n'entendant pas le bruit des sabots de Solas derrière lui, mais sentant la présence du Mustang. Lorsqu'il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, le Mustang le fixa, calme et vigilant dans l'obscurité silencieuse. Luke marqua une pause, la main posée sur le poteau de la clôture. « On est tous les deux un peu perdus, » dit-il doucement. La Mustang agita les oreilles. Puis, sous le vaste ciel du Montana, l'homme et le cheval avancèrent côte à côte dans la nuit, accablés de questions sans réponse et liés par un lien étrange et inexplicable. Luke Callahan guidait lentement son cheval de ranch le long du sentier obscur, les événements de la nuit tourbillonnant encore dans son esprit. Les secours avaient emmené Sage Whitmore à l'hôpital, le laissant seul sous le clair de lune et les grands pins. Pourtant, il n'était pas vraiment seul, le Mustang sauvage, cet étrange sauveur silencieux, le suivait à une courte distance, le bruit de ses sabots étouffé par les couches d'aiguilles tombées. Chaque fois que Luke jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, le cheval lui rendait son regard, calme mais inébranlable. Lorsqu'il atteignit enfin la clôture ouest du ranch Callahan, Luke mit pied à terre et mena sa monture à travers la brèche. Il s'attendait à ce que le Mustang disparaisse dans la forêt, libre comme il l'était. Mais lorsqu'il se retourna, il se tenait juste à l'extérieur de la limite de sa propriété. Même dans la pénombre, Luke distinguait la légère inclinaison de sa patte arrière gauche ou une ancienne blessure encore visible. « Tu peux entrer si tu veux, » murmura-t-il, persuadé que le cheval comprendrait. Il ferma quand même la barrière derrière lui et se dirigea péniblement vers l'écurie, épuisé. Lorsqu'il jeta un dernier coup d'œil en arrière, la Mustang avait disparu. Pourtant, aux premières lueurs du matin, alors que Luke s'avançait sur sa véranda grinçante, il trouva le cheval debout juste derrière la clôture extérieure, les oreilles dressées. Le soleil matinal éclairait la robe rugueuse du Mustang, soulignant les nœuds de sa crinière. C'était comme s'il avait choisi de l'attendre ou une invitation tacite subsistait entre eux. Luke ressentit une vague de gratitude et de perplexité. Il ignorait pourquoi le Mustang rôdait toujours dans les parages. Avait-il été domestiqué et cherchait-il un nouvel endroit où vivre, ou était-il simplement curieux? La frontière entre sauvage et apprivoisé semblait floue avec cet animal. Il passa le reste de la journée à s'occuper des quelques chevaux restants de l'ancienne lignée de son père, il transportait des bottes de foin et remplissait les abreuvoirs. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers la clôture, le Mustang restait en vue, mais gardait une distance prudente,
agitant la queue et s'éloignant lorsque Luc s'approchait trop. En fin d'après-midi, Luc décida d'encourager cette compagnie silencieuse. Il déposa un petit tas de foin séché et une bassine d'eau fraîche près de la clôture, puis recula, laissant de l'espace au cheval. Au début, le Mustang le regarda avec scepticisme, les narines dilatées en respirant cette odeur inconnue. Quelques minutes passèrent avant qu'il ne s'approche, le museau penché pour renifler. Il finit par accepter le foin, le mâchant avec un calme délibéré, sans jamais laisser Luc s'approcher à moins de quelques mètres. Les jours suivants, ce schéma se répéta. À chaque aube, Luc retrouvait le Mustang, tantôt près de la clôture, tantôt en train de brouter un peu plus loin. Il prit l'habitude de l'appeler mentalement « Solace », un mot qui traduisait l'étrange réconfort que le cheval lui avait apporté lors de ce moment terrifiant au chalet. La simple pensée de ce nom apaisa une tension cachée dans la poitrine de Luc. Une fois Solace plus à l'aise, Luc s'approcha petit à petit. Il parlait doucement, laissant le cheval reconnaître sa voix. Parfois, il disait, doucement, « Solace » ou « Bonjour, l'ami », du même ton doux qu'il employait avec les poulains fraîchement débourrés. Chaque jour, Solace le laissait s'approcher de quelques pas, jusqu'à ce que Luc puisse enfin tendre la main et caresser la crinière rêche ou lui gratter légèrement derrière les oreilles. Une étincelle de complicité s'enflammait chaque fois qu'il sentait la chaleur de la peau du Mustang. « Tu es un dur à cuire », murmura Luc par une fraîche soirée, s'attardant près de la clôture tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? As-tu senti que Sage était en danger, ou est-ce que j'en tire trop de conclusions ?» Solace expira doucement comme pour toute réponse, puis recula de quelques pas pour reprendre son alimentation. Le cheval restait une énigme, mais Luc se sentait étrangement rassuré par sa présence. Après près d'une semaine de ce rapprochement progressif, Luc décida d'emmener Solace à la clinique vétérinaire d'Okolao. Le cheval boitait encore, et Luc voulait s'assurer que la blessure ne s'était pas aggravée. Il fallut de la patience et de douces encouragements pour guider Solace dans une remorque empruntée, Luc ne le força jamais. Étonnamment, la Mustang lui permit d'enfiler un licol pour le court trajet jusqu'en ville. Le docteur Elisa Monroe, une vétérinaire qui connaissait bien le père de Luc, l'accueillit avec une chaleureuse familiarité. Elle examina Solace avec une délicate précision, passant ses mains le long des jambes du cheval et vérifiant ses dents. Luc l'observait avec anxiété, les bras croisés. « Pas de puce électronique », dit enfin le docteur Monroe en secouant la tête. « Mais il y a bel et bien des traces d'une ancienne éraflure de sel. Ce cheval a été dressé à un moment donné, il s'est peut-être échappé ou a été lâché. » Elle s'approcha de la patte arrière de Solace et inspecta la cicatrice. « La blessure semble superficielle maintenant. Vous en avez bien pris soin, ou elle a guéri toute seule. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. » Luc tapota le cou du Mustang, soulagé. « Est-ce que ça veut dire que je peux le garder, ou est-il toujours à quelqu'un ?» Le vétérinaire lui offrit un léger sourire. « Vous pouvez mettre un avis de recherche, vous renseigner. Mais si personne ne réclame Solace, eh bien, peut-être qu'il a choisi de revenir parce qu'il a trouvé quelqu'un de confiance. » La poitrine de Luc se serra à ces mots, quelqu'un de confiance. Il appréciait cette expression plus qu'il ne voulait l'admettre, car, étrangement, la loyauté silencieuse du cheval guérissait quelque chose en lui, une blessure intangible plus profonde que la chair et les os. Quelques jours plus tard, Luc reçut un appel de l'hôpital Lone Ridge. La femme qui l'avait secouru, Sage Whitmore, avait repris connaissance. On lui raconta qu'elle se souvenait de fragments de son calvaire et qu'elle avait demandé des nouvelles de l'homme qui l'avait trouvé. Luc sentit son pouce accélérer. Sans hésiter, il dit à l'infirmière qu'il viendrait la voir tôt le lendemain matin. Luc arriva en ville au volant de son vieux pick-up. La rue principale de Lone Ridge était modeste, quelques boutiques, un restaurant et un petit bureau de poste. L'hôpital était un bâtiment de plain pied perché à la sortie de la ville, surplombant des kilomètres de pâturage vallonné. À l'intérieur, une infirmière le conduisit par un court couloir jusqu'à la chambre de Sage. Il entra, remarquant sa pâleur sur les draps blancs immaculés. Ses yeux, cependant, brillaient de vigilance d'abord surpris, puis soulagés.
Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'est toi qui m'as sorti de cette cabane, dit-elle d'une voix toujours rauque. Luc Callahan, c'est ça? Luc hocha la tête. Je suis contente de te voir réveillé. Comment te sens-tu? Fatiguée, admit-elle. Elle se déplaça, grimaçant légèrement, mais les médecins disent que je me rétablirai complètement. Je m'appelle Sage Whitmore. Il ne put cacher sa curiosité. Whitmore, comme l'indiquait le panneau au Whitmore Ranch. Était-ce le vôtre? Une lueur passa sur son visage, du chagrin, peut-être, ou un vieux ressentiment. C'était autrefois la propriété de mes grands-parents, une partie de l'ancienne propriété Whitmore, expliqua-t-elle. Mon père y a grandi, mais il est parti il y a longtemps. La paix régnait dans cette maison. Une dispute a déchiré la famille. Ils l'ont renié après une dispute d'héritage. Il a essayé d'oublier cet endroit, mais je suppose qu'il n'y est jamais vraiment parvenu. Luc s'approcha du lit, les bras doucement croisés. Je l'ai vu par hasard ou peut-être pas. Mon cheval, enfin, un Mustang sauvage en fait, m'a conduit directement à cette cabane. Les yeux de Sage s'écarquillèrent. Un Mustang t'a conduit là. Elle laissa échapper un petit rire teinté d'incrédulité. C'est comme ça que je m'en suis sortie vivante. Je me souviens d'être resté allongé dans le noir, à peine capable de bouger, puis j'ai entendu un hennissement de cheval dehors. Peu après, tu as fait irruption. La gorge de Luc se serra à ce souvenir. Je suis juste soulagé que tu sois arrivé. Mais que faisais-tu là, au fait? Elle se passa la main dans les cheveux, hésitant visiblement à dire quoi que ce soit. Finalement, elle expira. Après la mort de mon père, j'ai trouvé des indices, de vieilles lettres, des références au ranch Whitmore, dans le Montana. Il semblait que mes grands-parents l'avaient coupé des ponts à cause d'un événement survenu il y a des décennies. Il n'en parlait jamais beaucoup, mais je savais que cela le hantait. Elle jeta un coup d'œil à Luc. Je voulais tourner la page, alors je suis venu ici en voiture en espérant trouver des documents oubliés dans cette cabane, peut-être des lettres ou des journaux intimes qui pourraient m'expliquer pourquoi mon père a été chassé, pourquoi il n'est jamais revenu. Luc se souvint de l'état délabré de la cabane. Tu as trouvé quelque chose? Elle secoua la tête. J'ai à peine eu le temps. J'ai ouvert quelques tiroirs et le vent a claqué la porte. Elle s'est bloquée, ou verrouillée, mon téléphone n'avait plus de réseau. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, mais personne ne passait, aucun voisin dans ce coin de bois. Son expression s'assombrit. J'ai cru mourir là-dedans. Un silence s'installa entre eux. Luc repensa à cette obscurité étouffante, à l'odeur de moisi et à la peur qu'il ressentait en la voyant s'accrocher à peine à la vie. Finalement, il dit d'une voix basse, « Tu es en sécurité maintenant. Et ces lettres, tu veux toujours les retrouver. » Les mains de Sage serraient la couverture. Il le faut. C'est peut-être ma dernière chance de reconstituer l'histoire de ma famille, de comprendre les secrets qui les ont séparés. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon père récemment. Il y a tant de choses que je ne lui ai jamais demandées. C'est dur de vivre avec des regrets. Elle l'observa un instant. Je suis désolé pour ta perte. Tu es partant? Tu pourrais peut-être m'aider à y retourner une fois libéré pour voir si on peut trouver ce que j'ai manqué. Le souvenir de la porte effondrée traversa l'esprit de Luc. L'endroit était dangereusement instable, mais il se souvint aussi que les ambulanciers et la police l'avaient laissé avec un mot demandant une enquête plus approfondie à la lumière du jour. Je t'aiderai, acquiesça-t-il. Je peux même vérifier à l'avance, m'assurer que c'est sûr, si tu me fais confiance. Un léger sourire éclaira ses lèvres. Merci. Je te fais confiance, et visiblement, Mustang aussi. Le regard de Luc se porta vers la fenêtre de l'hôpital, imaginant Solace de retour au ranch, probablement dans le pâturage. Oui, dit-il doucement. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si le cheval savait que quelqu'un avait besoin d'aide. Les yeux de Sage, bien que las, brillaient d'espoir.
Je vous suis reconnaissante, murmura-t-elle, envers vous deux. Ils discutèrent encore un peu, Luc racontant comment il l'avait trouvé, Sage racontant les quelques bribes de la vie de son père qu'elle avait glanées dans des lettres éparses restées à la maison. Avant son départ, elle lui demanda son numéro de téléphone, promettant de l'appeler dès qu'elle serait informée de sa sortie. Il le nota sur un bloc-notes, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine lorsque leurs doigts se touchèrent brièvement dehors, dans le couloir de l'hôpital. Une infirmière l'a arrêté. « Elle a eu de la chance que tu sois arrivé à ce moment-là, dit-elle doucement. Un autre jour, peut-être même une autre heure, ça aurait pu se terminer différemment. » Luc baissa les yeux. « C'est ce à quoi je pense sans cesse, mais je suppose que nous devons tout au cheval. » L'infirmière sourit poliment, ne sachant que répondre. Luc la remercia, puis sortit dans l'air pur du Montana. Sur le chemin du retour, il repensa à l'histoire de Sage, quelque chose le tiraillait ou peut-être le reflet de ses propres regrets de n'avoir jamais pleinement compris son père. Maintenant, par un étrange coup du sort, il pourrait aider Sage à découvrir un passé qu'elle ignorait. « Attends, vieux ranch, murmura-t-il dans sa barbe, nous revenons. » Dans son rétroviseur, la silhouette de l'hôpital de Lone Ridge rétrécissait, mais il sentait qu'un voyage plus grand l'attendait juste devant lui. Une semaine s'écoula avant que Luc ne juge Sage de retourner au chalet de Whitmore. Sage se reposait encore sous la surveillance de l'hôpital, mais ses forces s'amélioraient de jour en jour, d'après leurs brefs appels téléphoniques. Elle insista pour le rejoindre bientôt, mais Luc était déterminé à inspecter les lieux d'abord, afin de s'assurer qu'aucun autre danger ne rôdait à l'intérieur. Les autorités avaient effectué une première vérification, mais n'avaient pas touché à la majeure partie des lieux, il n'y avait aucun signe évident d'acte criminel, hormis l'accident de Sage. Tôt par un matin frais, il sella son meilleur cheval de ranch, puis persuada Solace de le suivre. Le Mustang s'était installé confortablement autour de lui, tout en conservant une certaine indépendance. Luc avait confectionné un simple licol pour Solace pas encore tout à fait disposé à lui imposer une bride ou une selle et, à son grand soulagement, Solace sembla accepter cette petite concession. Ensemble, ils empruntèrent le sentier forestier menant à la cabane abandonnée. Le voyage était différent cette fois. Luc ne trébuchait pas dans l'obscurité, poussé par un appel mystérieux, il ouvrait la voie, Solace trottinant à ses côtés. La lumière du soleil filtrait à travers les grands pins, révélant plus clairement les sous-bois. Là où Luc n'avait auparavant vu que des ombres, il remarquait maintenant des traces subtiles, de vieilles ornières de chariots et quelques poteaux de clôture à moitié enterrés qui auraient pu autrefois marquer la limite de la propriété des Whitmore. Il réalisa alors comment l'histoire pouvait disparaître si on la laissait faire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la petite clairière, la cabane semblait aussi désolée qu'auparavant. Le porche s'affaissait dans un coin et la porte pendait de travers sur des gonds cassés œuvre de Luc, entrée par effraction. Solace laissa échapper un grognement prudent, se souvenant peut-être de la dernière fois qu'il s'était trouvé là. Luc descendit de cheval, passa les rênes autour d'une branche basse et donna à Solace une tape rassurante. « Reste près si tu veux, murmura-t-il à la Mustang, mais fais attention où tu mets les pieds. » Il sortit de sa sacoche une lampe torche, des gants, une corde et une trousse de premier secours. Le souvenir de Sage, à moitié mort, entre ses murs lui fit serrer la mâchoire. Il était déterminé à ne plus se laisser surprendre par aucune surprise. La première pièce était restée dans l'état où il l'avait laissée, meubles éparpillés, une épaisse couche de poussière et une odeur de moisi. L'obscurité semblait moins menaçante à la lumière du jour, même si Luc marchait prudemment, testant chaque planche avant de s'y engager. Dans la petite pièce annexe où il avait trouvé Sage, l'air était encore vicié. Une fenêtre brisée près du plafond laissait entrer un mince rayon de lumière, il la garda ouverte pour favoriser l'aération et marqua une pause, se remémorant comment il l'avait porté dehors, incertain de sa survie. Continuant sa route, Luc découvrit un étroit passage menant au fond. Il s'ouvrait sur un espace exigu rempli de cartons détrempés et d'étagères pourries où aucun objet de valeur ou personnel, juste quelques outils rouillés et des journaux endommagés par l'eau. Il faillit abandonner lorsqu'il remarqua une légère ouverture dans un coin du plafond. Les poutres au-dessus semblaient affaiblies par le temps, l'une d'elles fléchissait dangereusement.
Il braqua sa lampe torche vers le haut, le plâtre était fissuré, et les planches de bois au-dessus laissaient apparaître une petite découpe rectangulaire ou une trappe de grenier, peut-être, mais elle était partiellement dissimulée par les restes d'un vieux manteau accroché à un clou. Une idée de but frappa Luc. Les contours d'un possible petit grenier ou d'un vide sanitaire l'attiraient. Était-ce là que se cachaient les lettres? Il trouva un tabouret bancal qui pourrait l'aider à grimper, mais il semblait peu fiable. Au lieu de cela, il enroula une corde autour d'une poutre solide, puis monta prudemment sur une chaise à moitié intacte pour atteindre la trappe. Le bois céda légèrement sous son poids, une pluie de poussière le fit tousser. Il parvint enfin à écarter le vieux manteau et à ouvrir la trappe. Elle grinça, révélant un réduit sombre qui sentait la toile d'araignée et le temps. Des morceaux d'isolant s'effritèrent tandis qu'il se hissait à l'intérieur. L'espace était exigu, Luc dut s'agenouiller, sa lampe de poche serrée entre les dents. Ses mains gantées tâtonnèrent jusqu'à ce qu'il sente le bord d'une caisse en bois plaquée contre le côté opposé. Il s'avança petit à petit et la tira à nouveau dans la lumière. La boîte était couverte de poussière, partiellement enveloppée d'une vieille veste. Sous des couches de crasse, il distinguait de vagues initiales, TW. Il devina que cela signifiait Thomas Whitmore, le père de Sage. Avec précaution, Luc ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes nouées avec une fine ficelle, le papier était jauni par le temps. Son pouce accéléra. C'était sans doute ce que Sage cherchait. L'enveloppe supérieure portait une date des années 1970, adressée à « Maman et Papa ». Une autre enveloppe provenait d'un cabinet d'avocats et faisait référence à un testament ou à une contestation d'héritage. En les feuilletant, il remarqua une lettre déchirée en deux, la mention « Je suis désolé » en haut. La signification de ces lettres avait peut-être changé la vie de la famille Whitmore, mais elle était incomplète. Il était certain que Sage voudrait lire chaque page. Satisfait d'avoir trouvé ce qu'il était venu chercher, Luc glissa la boîte sous son bras. Revenir sur ses pas s'avéra plus délicat. En équilibre sur le bord de la trappe, il redescendit prudemment dans la pièce principale. Un tourbillon de poussière dansa dans la faible lumière du jour à son atterrissage, le vieux plancher émit un grincement mécontent. Au moment où il se tournait pour sortir, un craquement sec retentit, le sol céda sous ses pieds. Luc ressentit une secousse de terreur lorsque sa jambe s'enfonça dans le vide, les planches pourries s'effondrèrent dans un trou peu profond ou un vide sanitaire en contrebas. Il trébucha en avant, heurta une poutre et s'érafla douloureusement le bras. La boîte aux lettres lui échappa des mains, atterrissant avec un bruit sourd. Pendant un instant, les étoiles dansèrent dans son champ de vision. Son épaule lui faisait mal et la poussière lui emplissait la bouche, le faisant tousser. Dehors, il entendit le hennissement soudain de Solas un sabot heurtant le porche. Haletant, Luc tenta de se dégager, mais les planches lui coincèrent le pied dans un angle gênant. Il cracha de la poussière en murmurant un juron. « Allez, allez !» Puis la porte de la cabine claqua. Il fallut une seconde à Luc pour comprendre qu'il s'agissait de la Mustang. Il avait probablement entendu le vacarme et avait essayé de la pousser à l'intérieur. « Je vais bien » hurla-t-il, même si cela paraissait peu convaincant. Il parvint à déloger son pied suffisamment pour ramper à reculons sur un sol plus solide. La sueur perlait sur son front, du sang coulait d'une égratignure sur son avant-bras. Solas laissa échapper un nouveau hennissement féroce, accompagné cette fois d'un coup sec sur la porte, le cheval frappait soit avec sa tête, soit avec ses sabots. Luc imagina le pauvre animal dans l'entrée sombre, impatient d'entrer. Bon, doucement. Halta-t-il. Rassemblant ses forces, il tira vigoureusement sur sa jambe et finit par la dégager. La planche se fendit, laissant une petite fosse qui avait peut-être servi de rangement ou de plomberie. Toussant, Luc se redressa en titubant et récupéra la boîte aux lettres. Il explora les marches suivantes avec une extrême prudence, chaque planche grinçant en signe de protestation. Il finit par atteindre le salon. La porte céda sous une légère poussée, et une bouffée d'air frais l'accueillit. Solas se tenait là, à moitié à l'intérieur du porche, les oreilles dressées, les yeux sombres fixés sur la silhouette meurtrie de Luc. Luc laissa échapper un rire rauque. « Je vais bien,
mon pote, dit-il d'une voix tremblante. J'apprécie ton inquiétude. Le Mustang renifla, les narines dilatées. À cet instant, Luc ressentit une immense gratitude pour la présence inébranlable du cheval et pour le destin, ou le hasard, qui les avait réunis. Serrant la boîte de lettres contre sa poitrine, Luc s'avança sur la terre ferme. Il s'affaissa sur les marches délabrées du porche, le cœur battant encore fort. Solas s'approcha, pressant un museau chaud contre son épaule. « Merci », murmura Luc en posant une main sur le cou de la Mustang. « On a réussi. » On dirait qu'on a trouvé ce dont Sage a besoin. Il prit un moment pour reprendre son souffle et jeta un coup d'œil à la cabane délabrée. Malgré l'aura persistante de tristesse qui y planait, ce lieu contenait un morceau de l'histoire de quelqu'un qui pourrait enfin expliquer l'éclatement de la famille Whitmore. Luc pensa à Sage, à sa détermination à comprendre le passé de son père. Bientôt, il lui remettrait ses lettres, et peut-être, en dévoilant les secrets des Whitmore, ils trouveraient-ils tous deux un sentiment de plénitude face à leur propre chagrin inexprimé. Se stabilisant, Luc se leva, serrant toujours le précieux coffret. Solas observait avec une intensité calme, comme pour confirmer que leur mission était accomplie. Ensemble, l'homme et le cheval quittèrent la vieille cabane, se frayant un chemin lent vers le ranch et un avenir encore incertain, mais au moins un peu plus clair qu'auparavant. Pris au piège, on aurait dit un homme revivant l'horreur. Sage s'approcha du seuil, prêt à frapper, mais dès que sa main se leva, la respiration de Luc se calma, comme si la présence du cheval et de son ami avait chassé ce sombre rêve. Ce Mustang, pensa TL. Odd est plus intuitif que la plupart des humains, et Solas devint alors un pont muet, patient, toujours à l'écoute. D'une certaine manière, le cheval offrait ce que ni Luc ni Sage ne pouvaient exprimer, un sentiment d'acceptation inébranlable qui soignait doucement leurs esprits blessés. Par une fraîche nuit d'automne, alors que le givre scintillait aux fenêtres, Luc et Sage allumèrent un petit feu dans la cour. Ils s'assirent sur des caisses renversées et jetèrent des bûches dans les flammes. Solas se tenait à l'écart, une lumière ambrée se reflétant dans ses yeux. Luc contempla les braises dansantes. « Je n'aurais jamais cru vouloir atteindre la quarantaine, murmura-t-il. Dans le désert, certaines nuits, j'étais tellement sûr de ne jamais rentrer. » Sa voix se brisa doucement. Mais j'avais peut-être tort. Les yeux de Sage brillèrent. Elle tendit la main vers son bras, mais s'arrêta juste avant de le toucher. Peut-être que le Mustang en sait plus que nous, la taquina-t-elle doucement, malgré des larmes dans son sourire. Solas émit un léger grognement et s'approcha un peu plus. La chaleur du feu lécha l'obscurité autour d'eux, projetant de douces ombres sur les murs de la grange. Dans ce silence, il ressentait une étincelle d'espoir fragile mais profonde, un vœu tacite selon lequel, même si le passé les avait blessés, l'avenir pourrait peut-être racheter ce qu'ils avaient perdu. Les premiers souffles de l'hiver glaçaient Lone Ridge, enveloppant les champs d'un brouillard matinal et laissant une fine croûte de glace sur les abreuvoirs. Un matin, Sage insista pour que Luc la raccompagne à la cabane de Whitmore. Debout devant la structure affaissée, elle observa la rosée givrée scintiller sur les marches tortueuses, ce lieu chargé de tragédies anciennes, un lieu où elle avait failli mourir et où les secrets de sa famille étaient restés cachés pendant des décennies. « Je veux réparer ça », dit-elle en serrant doucement ses bras pour se réchauffer. « Je ne veux pas que cet endroit reste celui où j'ai failli perdre la vie. J'ai besoin que ce soit un souvenir mémorable. » Luc comprit. Il voyait son regard s'attarder sur la charpente délabrée de la cabane, imaginant des possibilités au-delà de la décrépitude. Elle expliqua qu'il lui restait un peu d'argent issu de son héritage, avec un peu d'organisation, elle pourrait consolider la structure, remplacer le toit et peut-être la remettre en état. « Pourquoi s'accrocher à un cauchemar ?» demanda Luc, non sans gentillesse. « Parce que, répondit-elle, le regard fixe, cela fait partie de mon histoire familiale. Si je le laisse en ruine, toute cette douleur ne servira à rien. Je préfère le transformer en un lieu d'appartenance, un lieu où l'on peut montrer que nous pouvons reconquérir ce qui a été brisé. » Ils en discutèrent brièvement l'après-midi même, faisant le tour de la propriété pour noter les poutres récupérables et celles qui devaient être remplacées.
Sage fut surpris lorsque Luc se pencha brusquement, ramassa une planche détachée et commença à arracher les clous rouillés. Il les jeta dans un seau avec un bruit métallique. « Que fais-tu » demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « On ne peut pas reconstruire si on ne nettoie pas d'abord les parties pourries. Autant commencer maintenant. » Elle sourit, les yeux brillants de gratitude. « Tu n'as pas peur de perdre du temps sur quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment ?» Luc fixa la planche moisie dans sa main en expirant. « Je ne vois pas ça comme du gaspillage. Travailler sur ce chantier, c'est comme se débarrasser d'une vieille peau, comme si je me libérais de quelque chose qui m'a pesé. » Il laissa tomber la planche. « Si ça t'aide aussi, alors ne perds pas de temps. » Sans plus tarder, ils se mirent au travail. Les jours suivants, ils arrachèrent systématiquement les planches en ruine, chargèrent les débris et étayèrent des sections de la charpente. À chaque coup de marteau ou cri de scie, Luc sentait une tension intérieure se relâcher. Il sentait que Sage la ressentait aussi. Chaque coup mesuré était comme un coup symbolique contre les fantômes qui les hantaient tous deux. Naturellement, cela s'insistait pour être présente chaque jour. Au début, la Mustang se contentait de flâner dans la cour, la queue battante, les regardant trimballer poutres et contreplaqués. De temps en temps, elle s'approchait pour renifler une corde ou inspecter un pot de peinture ouvert. Sage taquinait Luc en lui disant qu'il fallait garder un œil sur Solas pour éviter qu'il ne finisse avec le nez vert. Parfois, des enfants des environs passaient par là, en route pour explorer la forêt. Ils s'arrêtaient, émerveillés, à la vue du cheval magique qui avait sauvé une femme dans les bois. Les enfants se tenaient à distance respectueuse, chuchotant d'un air conspirateur. Leur attention était réconfortante, l'oreille tendue, comme à l'écoute de chaque rumeur. « Regardez-moi ça », remarqua Sage avec un sourire, interrompant son martèlement. « Solas est plus célèbre que nous deux. On n'est qu'une note de bas de page dans sa légende. » Luc renifla. « Espérons que le cheval n'ait pas encore besoin d'un traitement de faveur. » À vrai dire, ils se réjouissaient tous deux des petits moments d'émerveillement que Solas apportait à leur journée, qu'il s'agisse de superviser calmement leurs tâches ou de laisser un enfant curieux lui caresser la crinière. La Mustang dégageait une dignité tranquille qui transformait chaque instant pénible en un moment presque joyeux. À Lone Ridge, les ragots se répandaient plus vite qu'un feu de forêt en plein été. Il ne fallut pas longtemps pour que Clara S. Corner, le café chaleureux de Main Street, devienne l'épicentre de l'histoire du vétéran et de son cheval mystique. Chaque fois que Luc allait chercher du café ou que Sage passait faire des courses, il subissait un interrogatoire amical. Clara elle-même, une femme d'un certain âge au regard pétillant, régalait les clients du récit de la façon dont Luc et Solas avaient sauvé Sage d'une mort certaine dans la cabane hantée de Whitmore. « Je vous le dis », disait-elle d'une voix étouffée pour un effet dramatique, « ce cheval est apparu de nulle part et l'a conduit directement dans la pièce fermée à clé. Si ce n'est pas le destin, je ne sais pas ce que c'est. » Les auditeurs haletaient ou hochaient la tête avec sagesse, fascinés par l'idée d'un Mustang presque mythique guidant un soldat et sauvant une femme bloquée. Luc n'aimait généralement pas attirer l'attention, mais la positivité qui régnait autour de leur histoire adoucissait son attitude. Il hochait poliment la tête, laissant les gens lui tapoter le dos et lui dire combien ils étaient reconnaissants que quelqu'un comme lui soit revenu. Plus d'une fois, un homme coiffé d'un chapeau de cow-boy ou une dame âgée lui offrait un café ou lui serrait la main. Les mêmes voisins réservés, parfois cyniques, qui le regardaient autrefois avec suspicion l'accueillaient maintenant avec chaleur. Un groupe d'élèves de primaire a décidé de peindre une fresque murale pour le tableau d'affichage de leur classe, Solas, le cheval qui mène les gens en sécurité. Sage en a eu vent un jour et n'a pas pu s'empêcher de rire. « On devrait rassembler ces histoires, dit-elle. On aura un petit coin bibliothèque dans la cabane une fois que ce sera terminé. » Luc sourit à cette pensée. « Tu crois vraiment que des gens viendront nous rendre visite ? » Peut-être, dit-elle, redevenant sérieuse. Et c'est peut-être une bonne chose. Qu'ils voient comment on peut reconstruire ce qui est brisé. Elle marqua une pause. Qu'ils voient que nous sommes toujours là, que nous survivons et que nous essayons de comprendre tout cela. Ainsi, la modeste ville de Lone Ridge a trouvé une lueur d'espoir dans une période assombrie par de sombres manchettes.
Pour Luc, l'expérience était une leçon d'humilité. Chaque jour, il sentait une petite partie de lui-même guérir, et chaque jour, il apercevait la détermination de Sage s'épanouir, ses yeux reflétant un courage nouveau qu'il soupçonnait qu'elle ignorait posséder. Après des semaines de travaux dans le froid, la cabane de Whitmore a subi une transformation. Le toit pourri a été remplacé par de solides planches de pin local. Les murs ont été renforcés par des poutres neuves, tout en conservant des éléments clés de la structure d'origine, comme les épais piliers de bois de la pièce principale, afin de préserver son aspect historique. À l'intérieur, Sage avait choisi un mobilier simple, reflétant le goût pratique de son père. Une table en bois brut trônait au centre, entourée de chaises dépareillées récupérées chez des antiquaires. Une petite bibliothèque ornait un mur, abritant des volumes abîmés ayant appartenu à Thomas Whitmore. Sur le mur opposé, une vieille malle contenait les lettres qu'ils avaient récupérées, celle-là même qui avait motivé le voyage de Sage. « Je l'appelle le Havre de Whitmore », déclara Sage. Elle martela une petite pancarte au-dessus de la porte d'entrée, les mots gravés avec amour sur une planche lisse, « C'est ici que les souvenirs se reposent et peuvent peut-être avoir une seconde chance. » Luc admirait la simplicité du panneau. « Whitmore est sa veine », répéta-t-il en posant une main contre l'encadrement de la porte. Il ne pouvait s'empêcher de penser au chemin parcouru depuis la nuit où il était entré par effraction pour sauver Sage. Même le poids intangible de l'histoire de la cabane lui semblait différent, comme une promesse plutôt qu'une malédiction. Le jour de l'inauguration officieuse du chalet s'est levé sous un soleil d'hiver radieux. Sage avait invité quelques voisins, le docteur Monroe de la clinique vétérinaire et, bien sûr, Clara du café. Quelques habitants curieux, qui avaient entendu l'histoire de son sauvetage, étaient également venus, chacun apportant de petits cadeaux, des tartes maison ou des plantes grasses en pot. Luc portait une simple chemise bleue boutonnée, un peu mal à l'aise tandis que les gens s'agitaient autour, les yeux écarquillés d'admiration pour la cabine restaurée. Solas avait été brossé pour lui donner un éclat brillant et laisser libre de ses mouvements. Les enfants poussaient des cris d'excitation à chaque passage de la Mustang, tendant des mains hésitantes pour lui caresser le museau. À un moment donné, Sage rassembla tout le monde dans la salle principale et s'éclaircit la gorge avant de s'adresser à eux. Elle tenait une feuille de papier, une lettre de son père. Le silence qui s'abattit sur l'assemblée était profond, comme si les fantômes du passé s'immisçaient pour écouter. Il fut un temps, luelle d'une voix légèrement tremblante, où je croyais devoir partir pour la paix de ma famille. Mais partir n'a jamais signifié que je ne les aimais plus. J'espérais seulement qu'ils comprendraient que mon silence était né de la peur. Des larmes brillaient dans ses yeux tandis qu'elle poursuivait, ses mots sincères racontant des décennies d'éloignement. À la fin de sa présentation, plus personne ne prit la parole. Puis un léger tonnerre d'applaudissements parcourut le groupe, accompagné d'un sentiment d'unité, comme s'ils avaient assisté à un petit miracle entre ces murs. À la tombée de la nuit, les gens s'éloignèrent, se disant au revoir et adressant leurs chaleureuses félicitations. Clara insista pour que Sage accepte un panier de muffins, agitant le doigt si elle osait refuser. Le docteur Monroe serra Luc dans ses bras, lui murmurant que Solas avait bel et bien trouvé un foyer. Lorsque le dernier invité partit, seuls Luc, Sage et Solas restèrent. Tous trois se tenaient sur le porche nouvellement construit, contemplant les champs vallonnés où le ciel flamboyait d'orange et de rose. Une légère brise agita la crinière de Solas, l'incitant à se rapprocher de Sage, comme s'il savourait lui aussi les lueurs de la fête. Luc poussa un profond soupir qui portait en lui des mois, voire des années, de tension. On a l'impression d'avoir parcouru un long chemin, a-t-il dit. D'un ranch à moitié abandonné à ça. Sage posa une main sur le cou de Solas. C'est vrai, acquiesça-t-elle doucement, les yeux reflétant la lumière déclinante du soleil. Peut-être avons-nous dû laisser une partie de nous-mêmes derrière nous pour trouver notre véritable place. Le vent bruissait dans l'herbe, et pendant un instant, seul résista le silence du début de soirée. Tous trois, unis par un triomphe inexprimé, comprirent que le passé meurtri pouvait enfin prendre fin tandis qu'un avenir plein d'espoir se déployait doucement. Dans les semaines qui suivirent l'achèvement de la cabane, la vie reprit un rythme plus paisible. Luc se laissa séduire par un vieux carnet découvert parmi les affaires de son père.
Ces pages étaient presque vierges, mais à l'intérieur se trouvaient quelques notes griffonnées sur le ranch planning d'élevage, dépenses alimentaires et de courts extraits de son journal. Il décida de continuer à y écrire, non pas sur les finances ou les tâches ménagères, mais sur Everett Callahan lui-même. Chaque soir, Luke notait un souvenir, une partie de pêche avec son père à 10 ans, la fois où ils avaient tous deux ri comme des fous devant un cheval qui leur volait sans cesse des pommes, le dernier dîner silencieux qu'ils avaient partagé avant son engagement. Couche après couche, il commença à peindre le portrait de l'homme qu'il considérait autrefois comme distant. C'était, à sa manière, un acte de réconciliation. Pendant ce temps, Sage se plongeait dans les lettres de Whitmore, les recopiant méticuleusement dans un journal à spirale. Elle y ajoutait ses propres réflexions, reconstituant les divisions familiales qui avaient éloigné son père de Lone Ridge. De temps en temps, elle laissait échapper un léger soupir lorsqu'elle tombait sur une phrase particulièrement douloureuse, mais elle persévérait. « Je n'écris pas ça pour que tout le monde le lise », a-t-elle dit à Luke. « Juste pour moi, pour me rappeler que j'ai essayé et que je n'ai jamais abandonné, même s'il a abandonné cet endroit. » Luke a parfaitement compris. Le soir, à la douce lueur des lampes, ils travaillaient côte à côte, échangeant parfois quelques mots, savourant simplement le réconfort du silence partagé. Dehors, par les fenêtres, le silence des nuits du Montana enveloppait la maison comme une douce étreinte. Malgré les portes ouvertes, Solace refusait de disparaître. Le Mustang passa de nombreux jours à errer dans les champs, disparaissant parfois pendant des heures. Au crépuscule, le cheval revenait au trot, hennissant doucement sous le porche comme pour annoncer son retour. Il ne portait ni licol ni longe, et Luke ne cherchait pas à le contenir. Certains animaux, réalisa-t-il, sont faits pour rester partiellement sauvages. Dans les moments de calme, il regardait Solace brouter au dernier rayon du jour. Sa tête fière se relevait à chaque fois que Luke s'approchait, et ils échangeaient un échange de confiance muet. Le cheval, bien que non réclamé par aucune marque, avait choisi ce ranch, ses gens. Il lui appartenait non pas par propriété, mais par le lien forgé lors de cette nuit fatidique dans les bois. Sage plaisantait souvent, nous devrions lui donner un titre, maître de la ferme. Et Luke répondait, Solace n'a pas besoin de titre. C'est gratuit, comme il se doit. Il y avait quelque chose de poétique dans la façon dont la Mustang combinait l'indépendance avec la dévotion et une leçon de loyauté que ni Luke ni Sage ne tenaient pour acquise. Au fil du temps, Luke et Sage décidèrent d'ouvrir le havre de Whitmore aux visiteurs curieux qui souhaitaient lire de vieilles lettres, découvrir l'histoire locale ou simplement trouver un endroit tranquille pour réfléchir. Ils organisèrent de petites réunions où les enfants du village pouvaient dessiner Solace, ajoutant des gribouillis colorés aux nouveaux murs d'art de la cabane. Plus d'une fois, un enfant aux yeux écarquillés demanda, « C'est de la magie de cheval ?» Sage ne donna jamais de réponse définitive, mais son sourire en dit long. Un après-midi doux, alors qu'ils revenaient tous les deux de la quincaillerie du coin, Luke demanda, « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait pu se passer si Solace n'était pas venu ce soir-là » Sage le regarda, puis tendit la main pour la saisir doucement. « Parfois, admit-elle, mais j'essaie de ne pas y penser. Parce que c'est arrivé. Et nous voilà. » Elle lui serra doucement la main, les yeux brillants d'une gratitude indescriptible. Peut-être aurions-nous trébuché, perdus et brisés, sans jamais nous revoir. Le regard de Luke se porta vers l'horizon, là où les plaines rencontraient le ciel infini du Montana. Je suppose que nous devons la vie à ce cheval. Nous nous devons la vie, corrigea doucement Sage. Le réconfort était le lien, mais nous avons fait le reste. Ils continuèrent leur chemin, le vent agitant l'herbe autour d'eux dans un doux silence, la cabane derrière eux et le chemin devant eux, ouvert et plein de promesses. La vie autrefois brisée par la guerre et les secrets de famille appelait désormais un espoir inexprimé, un espoir nourri par le lien de trois âmes, un soldat, une femme redécouvrant ses racines et un cheval qui refusait d'être contenu. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous serions ravis de connaître votre avis, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous avez préféré. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez rien, activez la cloche de notification pour être toujours informé de nos derniers contenus. Votre soutien est précieux pour nous.